Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans un cours de géographie pour aborder une question géante, une question qui nous concerne absolument tous. Comment on fait pour nourrir toute l'humanité? C'est un des plus grands défis de notre époque, et on va essayer de le comprendre ensemble. C'est parti. Alors, la grande question qui va nous servir de fil rouge, la voici. Comment est-ce qu'on peut nourrir durablement 9 milliards d'êtres humains d'ici 2050? Vous avez vu, j'insiste sur le mot « durablement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire nourrir tout le monde, oui, mais sans pour autant détruire la planète et épuiser ses ressources. On doit penser aux générations qui viendront après nous. C'est un sacré défi, vous allez voir. Pour qu'on se rende bien compte de l'urgence du problème, commençons avec ce chiffre, 800 millions. C'est le nombre de personnes qui, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, souffrent de la faim dans le monde. C'est un chiffre absolument énorme qui nous montre que le problème est non seulement grave, mais qu'il faut agir vite. Bon, pour s'attaquer à ce grand défi, il nous faut une petite boîte à outils. Avant de commencer notre enquête, on doit être sûr qu'on parle tous la même langue, qu'on est d'accord sur le sens des mots importants. C'est la base. Le premier mot-clé, le plus important, c'est celui-ci, la sécurité alimentaire. En gros, c'est l'objectif à atteindre. Ça veut dire que chaque être humain sur la planète devrait avoir accès, tout le temps, à assez de nourriture, et une nourriture de bonne qualité, pour être en bonne santé et mener une vie active. Ensuite, on a la sous-alimentation. Là, c'est assez simple à comprendre. C'est quand une personne ne mange tout simplement pas assez. Son corps ne reçoit pas assez de calories, d'énergie, pour bien fonctionner. C'est ce qu'on appelle plus simplement la faim. Et attention, il ne faut pas confondre avec la malnutrition. Ici, le problème n'est pas forcément la quantité, mais la qualité de ce qu'on mange. On peut avoir le ventre plein, mais si on ne mange que des choses qui n'apportent pas de vitamines ou de protéines, par exemple, on est en état de malnutrition. C'est un problème plus caché, mais tout aussi grave. D'accord. Mais alors comment on la produit, cette nourriture? Il existe principalement 3 grands modèles d'agriculture dans le monde. D'abord, l'agriculture vivrière. C'est quand on cultive pour nourrir sa propre famille, souvent avec des outils simples et des petites parcelles. Ensuite, à l'opposé, on a l'agriculture intensive. Là, le but, c'est de produire un maximum en utilisant des machines, des engrais, des pesticides. C'est très efficace, mais ça peut polluer. Et enfin, on a l'agriculture biologique. L'idée, c'est de produire pour vendre, mais en respectant l'environnement, sans produits chimiques. Le souci, c'est que ça coûte souvent plus cher. Pour voir à quel point les inégalités sont grandes, on va jeter un œil à ce que les gens mangent. Voici par exemple les courses d'une semaine pour une famille en Australie. Qu'est-ce qu'on voit? Pas mal de viande et surtout beaucoup de produits industriels, des plats préparés et des sodas. Et maintenant, changement de décor. Voici ce que mange une famille de réfugiés soudanais au Tchad, pendant la même semaine. La différence est frappante, n'est-ce pas? On voit surtout des céréales, des grains, pas de viande, pas de poisson. Le fossé entre les deux est immense et ça nous montre bien les inégalités alimentaires dans le monde. Bon, maintenant qu'on a notre boîte à outils et qu'on a vu les grandes inégalités, il est temps de partir sur le terrain. On va mener une petite enquête en comparant 2 pays qui n'ont rien à voir pour comprendre comment ils font face à ce fameux défi alimentaire. Notre enquête nous emmène donc dans 2 endroits très différents. Premier arrêt, l'Éthiopie, un grand pays d'Afrique où la sécurité alimentaire est un vrai combat de tous les jours. Et ensuite, on ira en Suède, un pays riche d'Europe qui, lui, explore de nouvelles pistes pour une agriculture plus respectueuse de la planète. Alors, l'Éthiopie, c'est un pays très peuplé et l'agriculture y est absolument centrale. Imaginez, 80% des emplois, c'est dans l'agriculture. Et pourtant, c'est là le paradoxe, des millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire pour pouvoir manger. C'est incroyable, non? Mais alors pourquoi? Un des gros problèmes, c'est ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Des grandes entreprises, souvent étrangères, achètent ou louent d'immenses terrains pour y faire de l'agriculture intensive. Et en faisant ça, elles privent les habitants de leurs moyens de subsistance. Comme le raconte ce villageois, il nous dit qu'on détruit les forêts où il trouvait de quoi vivre. Et pour ne rien arranger, il y a un autre problème dramatique, la déforestation massive. Le chiffre est fou, en 50 ans, plus de 90% des forêts éthiopiennes ont disparu. Les conséquences sont terribles. Sans les racines des arbres pour retenir la terre, elle est emportée par la pluie, c'est ce qu'on appelle l'érosion. Et ça rend les terres moins fertiles et ça aggrave la sécheresse. C'est un vrai cercle vicieux. Bon, on vient de voir la situation très compliquée en Éthiopie. Maintenant, on change complètement de continent et d'ambiance. On prend l'avion et on atterrit en Suède, tout au nord de l'Europe, pour découvrir un modèle agricole totalement différent. Regardez-moi ce graphique, il est super parlant. Il montre l'explosion de l'agriculture biologique en Suède. En à peine 10 ans, les surfaces cultivées en bio ont été multipliées par 10. C'est énorme. Ça montre qu'il y a eu un vrai choix de la part de la société suédoise. Et ce choix, il est porté par des agriculteurs, des gens comme Bengt Jacobson. Quand on lui demande pourquoi il a choisi le bio, sa réponse est simple et directe. C'est pour ne pas avoir à épandre de produits chimiques. Il pense à l'environnement, mais aussi à sa propre santé.
C'est un exemple qui inspire de plus en plus de monde. Ok, on a vu le cas difficile de l'Éthiopie et celui plus optimiste de la Suède. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça et surtout à quoi pourrait ressembler l'assiette du futur, celle qui pourrait nourrir tout le monde sans détruire la planète? Eh bien, il semble que l'alimentation de demain repose sur 3 grands piliers. D'abord, une agriculture qu'on appelle durable, c'est-à-dire qui produit, mais sans épuiser les sols ou l'eau. Ensuite, le commerce équitable, pour que les agriculteurs soient payés correctement. Et enfin, l'agriculture biologique, pour préserver la nature et notre santé. Parlons un peu du commerce équitable. C'est une solution vraiment concrète. Quand on achète un produit avec ce label, on est sûr qu'une partie plus juste du prix revient directement au producteur, souvent dans un pays en développement. C'est un petit geste, mais qui peut vraiment aider à réduire les inégalités. Allez, on arrive à la fin de notre cours. C'est le moment de faire le point. Si vous devez retenir les choses les plus importantes, ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est maintenant. Alors, pour le contrôle, on retient quoi? D'abord, les chiffres clés. 9 milliards d'humains à nourrir en 2050 et le chiffre terrible de 800 millions de personnes qui ont faim aujourd'hui. Ensuite, les définitions à connaître par cœur. Sécurité alimentaire et agriculture durable. Le défi, si on devait le résumer en une phrase, c'est produire plus, oui, mais produire mieux, de façon plus juste et en protégeant la planète. Et enfin, les pistes de solutions qu'on a vues, le bio et le commerce équitable. Donc, pour répondre à notre grande question du début, la solution, c'est une histoire d'équilibre. Il faut trouver le moyen de produire assez pour tout le monde, mais sans abîmer la planète, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent eux aussi se nourrir. Et ça, trouver cet équilibre, c'est exactement la définition du développement durable. Et voilà, ce cours est terminé. On a vu que la question de l'alimentation mondiale est super complexe, mais que des solutions existent. La prochaine fois que vous irez faire les courses, vous penserez peut-être à tout ça en regardant les étiquettes. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour qu'on continue à explorer le monde ensemble. À très bientôt.